pour les autres, je vais commencer tout de suite la passion. Alors, bonjour, bienvenue à la Connexion Vige, le deuxième webinaire. Une présence en ligne gagnante pour votre projet de Vige. Alors, on va parler beaucoup de Vige aujourd'hui. Juste un rappel rapide que c'est Vige, c'est pour vulgarisation et formation juridique. Alors, bienvenue. Donc, mon nom est Hubert David. Je suis responsable partenariat et innovation chez Éducalois. Éducalois est un organisme de Vige du Québec qui dessert toute la population québécoise, principalement par son site éducalois.qc.ca où il y a des milliers de pages d'informations juridiques. Et les partenaires du projet La Connexion Vige, comme vous le savez peut-être, sont Clio, de nom français Éducation juridique communautaire de l'Ontario. Courthouse Libraries of BC, pour les Québécois, c'est l'équivalent du CAGE, le Centre d'accès à l'information juridique, mais pardon, dans toutes les provinces, vous avez cette section-là, un équivalent. Éducalois, évidemment, et PovNet, un organisme de la Colombie-Britannique. Les partenaires financiers que nous remercions grandement sont la Fondation du droit de l'Ontario et le ministère de la Justice du Canada. C'est grâce à eux si nous pouvons vous offrir cette programmation de webinaires, de WebLab et le site La Connexion Vige. Notre conférencier, il s'appelle Stéphane Hamel, il est directeur des services stratégiques chez Cardinal Path. Alors, force d'une solide expérience à épauler les organisations dans la pratique de la mesure et de l'optimisation du marketing et des affaires électroniques, Stéphane a cimenté sa position comme chef de file dans le domaine de la cybermétrie, de la web analytique en anglais. Nommé l'une des 5 personnes les plus influentes de l'industrie, il est un innovateur reconnu, un conférencier et un consultant. Stéphane détient un MBA spécialisé en affaires électroniques de l'Université Laval, qui est à Québec, dans la ville de Québec, où il enseigne au second cycle sur le sujet de l'analytique web. Il est directeur des services stratégiques chez Cardinal Path, où ses responsabilités incluent la création de solutions et de stratégies innovantes en matière de cybermétrie. Alors, je vous présente Stéphane Hamel, que vous voyez maintenant sur vos écrans. Un rappel que, écoute, Stéphane, on va échanger toi et moi, mais je n'ai pas pensé de te demander d'avance si tu préférais que les questions viennent à la fin ou si tu veux que les gens posent des questions tout de suite à mesure dans l'outil questions et réponses qui se trouve au bas de l'écran. Allons-y convivial. S'il y a des questions en cours de route, juste à les poser. Puis si jamais c'est quelque chose que je couvre un petit peu loin, je mentionnerai. Donc, pour tout le monde, je suis très content là, d'être virtuellement avec vous pour présenter ce sujet-là qui me passionne énormément. Donc, on a à peu près 1 heure qu'on va pouvoir passer ensemble pour parler de l'analytique, mais surtout parler de votre présence en ligne puis de la stratégie. Donc, Hubert aussi, si jamais il y a quoi que ce soit au cours de la présentation, n'hésite pas à intervenir ou à arrêter ou poser les questions. Donc, on va immédiatement. Il me permet, je vais juste signaler quelque chose à tous et à toutes. Je veux vous laisser savoir qu'on enregistre le webinaire. D'ailleurs, beaucoup de participants ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Compte beaucoup sur cet enregistrement-là. Alors, soyons tous dynamiques et participons tous parce qu'il y en a d'autres qui vont le voir par la suite. Je te passe la balle, Stan. Merci. Donc, je vais sauter ma présentation. Dans le fond, en gros, mon rôle est de vulgariser le domaine de l'analytique. C'est pour ça aussi que j'adore enseigner. Vous allez voir que dans la présentation, il va y avoir un mix de concepts, mais aussi des exemples très concrets. Donc, allons-y. Les 4 sujets qu'on va voir au cours de la présentation, on va débuter vraiment par les aspects business, les aspects affaires, parce que c'est ce qui est le plus important. Ensuite, on va essayer de faire le lien avec la présence en ligne, l'importance de bien rattacher les deux. 3e point, on va mesurer et apprendre pourquoi on doit mesurer et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Et finalement,
finalement comment aller un peu plus loin, donner suite aussi à ce webinaire pour la semaine prochaine pour ceux qui participeront au WebLab ou même là, des choses qui peuvent être très utiles concrètement là, comme prochaine étape. Donc, comme je disais, j'enseigne à l'Université Laval et puis une chose que j'aime bien faire, c'est de commencer par quelques définitions. Fait que c'est un petit peu académique, mais ça ne dure pas très longtemps, puis je pense que ça permet de vraiment mettre la table pour le restant de la présentation. Quand on regarde qu'est-ce que c'est le Web Analytics, souvent dans le marché, on pense tout de suite produit, on pense tout de suite nombre de pages vues, puis nombre de visites sur mon site. Mais en fait, l'analytique, c'est la science de l'analyse. C'est peut-être une définition un petit peu trop simpliste, un petit peu trop courte, qui est inspirée de Wikipédia. Fait que moi, j'ai pris la définition de Wikipédia après plusieurs débats très engagés dans la communauté analytique. Une proposition de définition. Dans le fond, l'analytique, c'est comment une organisation arrive à prendre des décisions qui soient les plus optimales et réalistes grâce aux données qu'on a. La balance entre le côté optimal et le côté réaliste est très important parce que souvent, on a des beaux rêves, on sait exactement ce qui devrait être fait, mais de façon réaliste, on ne peut tout simplement pas le faire. Le rôle de l'analytique, c'est de trouver cet équilibre-là compte tenu des contraintes qu'on a, des contraintes budgétaires, contraintes de temps, contraintes politiques, contraintes technologiques aussi, évidemment. C'est un petit peu le rôle d'un gestionnaire aussi, quand on y pense. C'est le rôle d'un gestionnaire de prendre des décisions, mais qui sont les plus performantes, les meilleures, compte tenu de l'environnement, compte tenu des contraintes. Donc ça, c'est pour la définition de l'analytique. Mais si l'analytique, c'est la science de l'analyse, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est l'analyse? Je viens l'analogie là, avec les blocs Lego. C'est le processus de briser quelque chose qui est complexe en petites parties, en sous-éléments pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Puis une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on est capable de l'optimiser. Parce que la ligne, pourquoi on veut mesurer notre présence en ligne? C'est parce que, j'espère, parce qu'on veut l'optimiser, on veut l'améliorer. La deuxième définition et une petite troisième qui est l'aspect de créativité, qui est toujours importante, même si on parle de mesures qui peuvent sembler très keynésiens, très logiques, très quantitatifs, il y a tout le temps un élément de créativité. Reste important parce que pour pouvoir amener une présence en ligne qui soit vraiment un succès, il faut utiliser les données qu'on a, mais il faut aussi être créatif. Il faut avoir des idées nouvelles. Il faut pousser les limites. Il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et la créativité va venir nous donner des nouvelles idées. Puis là, on pourra prendre des décisions. Est-ce que ça fait du sens ou non de les mettre en place? Donc, 3 petites définitions qui nous servirent ensuite là, pour la présentation. Vous avez probablement entendu l'adage qui dit qu'on ne contrôle pas ce qu'on ne mesure pas et que la mesure du succès dépend évidemment de comment on définit le succès. Ce que moi, je définis comme un succès est différent de ce que vous définissez comme un succès. Et souvent, dans le domaine du Web Analytics, souvent, ce qu'on entend parler, c'est les sites de commerce électronique. Puis de revenus, puis on parle de taux de conversion du panier d'achat, puis on parle de plein de choses comme ça qui probablement n'ont pas beaucoup de points communs avec ce que vous faites. Un des défis pour des organismes qui sont à but non lucratif ou des présences web qui sont plus informationnelles, c'est de bien comprendre qu'est-ce que vous définissez comme étant un succès. Donc, regardez ça un petit peu. Et pour le regarder, je vais prendre en exemple Éducalois, qui est un site que je ne connaissais pas vraiment avant, puis que j'ai agréablement découvert, surtout en ayant un petit aperçu aussi des données, ce qui est évidemment plus intéressant, puis je trouvais important de vous donner des exemples là, qui soient le plus près possible de votre réalité. Donc, je vais utiliser Éducalois tout simplement pour présenter quelques exemples. Qu'est-ce qui va, dans votre contexte, qu'est-ce qui va vous permettre de savoir que vous avez du succès?
souvent, on va parler, puis là, ces temps-ci, c'est un petit peu la folie furieuse au niveau des médias sociaux, mais souvent, on va entendre parler de nombre de visiteurs ou de visites, le nombre de pages vues sur mon site. Ah, j'ai eu tellement de visites ce mois-ci, c'est un fait. Peut-être pas tant que ça. Côté médias sociaux, on entend beaucoup parler. Ah, c'est important d'avoir beaucoup de sur Facebook, puis beaucoup de suiveurs, de followers sur Twitter. Que ça, c'est la définition du succès. Est-ce que le trick et le monde qui nous suivent est vraiment une indication du succès? C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Moi, je vous dirais là, que pour paraphraser là, des phrases connues, dans mon livre à moi, le nombre de likes sur Facebook puis le nombre d'amis Twitter ou peu importe le vocabulaire qu'on veut utiliser n'est pas vraiment une bonne indication du succès, surtout pas d'un point de vue business, pas d'un point de vue affaires. Peut-être d'un point de vue très tactique, oui, mais pas d'un point de vue plus orienté à affaires. La première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez une présence en ligne? Pourquoi vous avez un site web en premier lieu? Puis, ce qui est fascinant dans mon domaine, c'est quand je fais les rencontres là, les initiales avec les clients, je pose tout le temps la question où je demande de m'expliquer c'est quoi votre business? Pourquoi vous existez? Et souvent, la conversation va aller on a un site web pour ça, puis on veut faire telle chose sur Facebook, puis on a tel. Non, ça c'est correct. Je connais le côté web, le côté online, le côté Facebook, je connais tout ça, mais je ne connais pas votre business. Expliquez-moi. Puis de là, on va être capable de déterminer quel genre de présence en ligne est le plus pertinent. Donc, la question de savoir pourquoi on présence en ligne, il faut en premier savoir pourquoi on existe, entreprise en tant qu'organisation. Donc, ce qui nous a aidé, si on regarde le site de Éducalois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une section à propos de nous. Puis, c'est le cas pour beaucoup de sites. Donc, c'est souvent un bon indice là, de départ. Si je regarde la mission, c'est quelque chose, c'est une très bonne mission, mais une mission, c'est tout le temps à très long terme. C'est un peu comme le meilleur des mondes. C'est souvent écrit d'une façon très marketing, correct, parce qu'une mission, c'est un peu le rêve. Vision, c'est aussi très marketing, c'est aussi une cible à très long terme qu'on voudrait atteindre. Ce qui devient un peu plus intéressant, c'est de regarder ici l'objectif. On veut favoriser la meilleure connaissance du droit, on veut assurer une plus grande compréhension du fonctionnement du système judiciaire, et ainsi de suite. Les objectifs qui sont très orientés business. Là, on va se poser ensuite, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose sur mon site Internet, est-ce que ça vient contribuer à cet objectif business-là? Est-ce que c'est pertinent d'avoir, je sais pas moi, de mettre Facebook très, très, très en évidence sur une page d'accueil pour essayer d'avoir plein d'amis de plus? Est-ce que ça va vraiment contribuer à mon objectif? Peut-être éventuellement de façon contournée, mais si je ne mesure pas ce qui se passe, je ne l'aurai jamais. Je vais juste être dans l'hypothèse. On va faire un design persuasif. On va vouloir, dans le fond, poser 3 questions. La première, c'est qui sont les visiteurs? Ils ont l'air de quoi, ces visiteurs-là? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce de faire sur le site? Personne ne charge dans un site par accident. Il y a tout le temps une raison pourquoi quelqu'un est sur un site web. Ou on peut remplacer ce site web par Facebook là, ou Twitter ou peu importe, mais le concept est toujours le même. Pourquoi quelqu'un, quoi l'intention de la personne quand elle vient se présenter en ligne et est-ce que ça a fonctionné, si on réussit? Ça, c'est vraiment dans la perspective du visiteur. Si on regarde dans notre perspective à nous, notre stratégie en ligne de répondre à la question, est-ce que ces visiteurs-là, c'est vraiment le monde que je veux avoir comme clientèle ou comme clientèle cible pour visiter mon site? Est-ce que je peux les aider? C'est bien beau avoir du monde qui veulent venir sur notre site pour faire plein de choses, mais si ce n'est pas notre rôle de les aider ou tout simplement pas intérêt à les aider, ben peut-être que ce n'est pas du monde qualifié. Et le troisième élément, ben, que justement c'est en ligne avec notre stratégie, avec notre mission, notre vision et nos objectifs. Si ça ne l'est pas, peut-être c'est bien correct de ne pas les aider. Ce n'est pas dans notre cible. Et pour arriver là, pour bien comprendre, l'idéal, c'est de comprendre
quel est le cycle de nos visiteurs? Quelles sont les étapes par lesquelles le monde passe pour vivre une expérience avec notre marque, avec notre organisation? Donc, on a un exemple classique là, de attirer, engager, convertir, retenir et évangéliser. Le dernier niveau étant le monde qui parle de vous, finalement. C'est souvent sur les médias sociaux, mais ça peut être ailleurs aussi. Parce que je crois, peut-être que je me trompe, vous pourrez me le confirmer, mais je pense que les indicateurs de succès pour vos organismes, c'est d'être une source crédible d'information, c'est d'être une autorité dans la matière, c'est d'avoir de l'information qui a une valeur pour votre audience cible, et c'est ça qui va déterminer si vous avez du succès. Donc, votre capacité à confirmer, Stéphane. Votre capacité à attirer la bonne audience, à les engager avec vos contenus, à les convertir en gens qui vont, puis les conversions, on va en voir quelques exemples, mais des gens qui vont vous contacter, les gens qui vont trouver le bon avocat ou trouver la bonne information, dans le sens de votre présence en ligne, c'est une conversion. Si je cherchais un renseignement précis et que je l'ai trouvé, dans le fond, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Et en plus, c'est en ligne avec votre stratégie. Les venir, c'est ils vont souscrire à notre infolettre, c'est le monde qui vont nous lire sur Facebook, et ainsi de suite, parce qu'ils ont exprimé un intérêt à en savoir plus. On va pouvoir les retenir, puis les fournir plus d'informations, puis les solliciter. Et j'ai réalisé, c'est les gens ont tellement confiance en vous autres, en votre contenu, ils sont prêts à en parler à d'autres. Ils sont prêts à faire un like, un tweet, une mention dans un article, dans un journal ou des choses comme ça. Ça vient tout contribuer. Et ce qui est merveilleux, c'est que on pourrait, dans le fond, boucler la boucle, puis ramener, évangéliser à attirer. Qui vont évangéliser vos contenus, votre autorité, votre information, vont par chez en attirer des nouveaux. Étape très importante de penser à votre les étapes peuvent évidemment varier là, selon, ou la nomenclature peut varier selon chacun de vos environnements précis. Il ne sera pas capable de tout le monde. Il ne pourra pas engager tout le monde. Il va y avoir des abandons. Il va y avoir du monde qui nous suivait, qui est intéressé, mais qui ne le seront plus. Il va y avoir du monde qui vont avoir trouvé l'information qu'ils cherchaient, qui vont être absents pendant longtemps, mais un jour, ils vont peut-être revenir parce qu'ils se souviennent que vous êtes l'autorité en ce sujet-là. Donc, on garde à l'esprit les objectifs. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, ça peut être des choses qui sont semblables à ça. Donc, encore là, démontrer que vous êtes l'autorité, que vous avez la connaissance, vous êtes crédible. Les animations vont peut-être causer des petits problèmes, désolé pour ça, mais on peut avoir quelques indicateurs de succès. Et une fois qu'on comprend le cycle de vie, on va être capable de dire que c'est pas le simple fait d'avoir une visite sur le site qui est succès. Ce fait que la personne a trouvé l'information qu'elle cherche. Fait que souvent, ça va être l'information qui est autre que la page d'accueil, autre que la recherche, autre que tous les accessoires qui l'entourent, mais vraiment le contenu pour lequel vous êtes l'autorité, puis c'est votre valeur unique dans le marché. Ça c'est un succès. Comme je disais, les inscriptions à l'infolettre, nous contacter, ça peut être des indications de succès, puis en plus, on est capable de vérifier à quel niveau d'engagement dans notre cycle de vie cet événement-là devrait se produire. Fait qu'on peut facilement envisager qu'on fait une espèce de matrice qui dit à cette étape-là de cycle de vie de mon client, de mon visiteur, je m'attends à ce qu'il accomplisse telle chose sur mon site. Je suis capable de mesurer la progression d'une étape à l'autre. On va aller répondre aux 3 questions qui sont nos visiteurs. C'est qu'ils veulent faire sur notre site, puis est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver ou à faire ce qu'ils voulaient? Et pour faire ça, on va utiliser en exemple Google Analytics, qui est l'outil Web Analytics le plus connu ou le plus répandu, je dirais, et en plus, c'est gratuit. Donc, je dirais que vous n'avez pas vraiment d'excuses pour ne pas mesurer votre présence en ligne. Ça devient vraiment essentiel de le faire. Souvent, l'analogie que je fais, c'est une analogie avec le domaine financier.
nos buts 2 fois par année. On détermine si on veut notre stratégie ou notre plan pour l'année. On fait des budgets, c'est bien beau. Mais par la suite, on doit continuer à mesurer notre budget. On doit savoir si on est en ligne avec ce qu'on a planifié, puis on doit faire des ajustements. L'analytique, c'est un petit peu la même chose. On fait peut-être notre stratégie globalement, on fait notre stratégie une fois par année. Quand on est chanceux, il y en a qui le font moins souvent, il y en a qui le font plus souvent. Mais la mesure devrait être quelque chose de continu. Je devrais constamment regarder comment je performe par rapport aux cibles que je m'étais données, puis qu'est-ce que je dois faire pour m'ajuster. Qu'est-ce qui marche pas. Donc, un rapport très facile à aller chercher, c'est aller tout simplement dans audience et démographie, puis on peut avoir une belle carte là, qui nous donne d'où vient le trafic. Mais la première question à se poser, est-ce qu'il vient d'un petit peu partout? C'est petit un peu pour vous autres, là, mais on a du trafic du Canada, de la France, des États-Unis. La question à se poser, c'est est-ce que le trafic qui m'intéresse, est-ce une mission ou clientèle cible, c'est une clientèle internationale ou c'est plus une clientèle canadienne? Ou peut-être même que, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que sur 134 visites environ, j'en ai 6 qui viennent du Canada. Donc, pas loin d'un 30% de visites qui font dans une clientèle qui est pas, qui est peut-être pas dans ma cible à l'extérieur du Canada. Hubert, est-ce que je pense que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Si tu me permets, oui, c'est très intéressant que tu dises ça. Justement, le droit est territorial. Et une des préoccupations qu'on a chez Éducalois, c'est justement de ne pas induire en erreur les gens qui proviennent de l'extérieur. Par exemple, il n'y a pas d'Éducalois en France ou un équivalent, et tu vois le nombre de visiteurs qui nous proviennent de la France. Et donc, on s'est assuré d'avoir un pop-up qui apparaît quand les gens viennent de l'extérieur du Canada, leur indiquant ceci est un site qui donne l'information juridique qui n'est valable que sur les territoires du Québec au Canada. Parce que justement, il ne faut pas induire les gens. Les gens ne réalisent pas tout le temps la territorialité du droit. Oui, et en fait, c'est cette pratique-là d'exclure du trafic. Dans le fond, ce que vous faites, c'est excellent parce que vous avez un message qui est poli puis qui adresse quand même. Si personne veut vraiment continuer, elle va pouvoir le faire, mais vous mettez un avertissement. Ça s'appelle de l'antisélection. Dans le domaine de l'assurance, on appelle ça de l'antisélection. C'est de faire exprès, dans le fond, ou de volontairement exclure une certaine part de clientèle parce qu'on ne veut pas nécessairement les servir. Mais au moins, vous le faites correctement. Puis si on peut même aller plus loin, je peux regarder même au niveau, là j'ai gardé Canada, mais j'aurais pu dire je veux seulement Québec. Et je peux même aller voir au niveau des villes d'où vient le trafic. Ici, j'ai fait un zoom tout simplement sur la région de Montréal, puis eu 307 visites de Saint-Léonard. Ça ne va pas jusqu'au numéro de porte quand même, là. Il y a une protection de la vie privée, mais ça nous donne quand même une indication d'où vient le trafic. C'est sûr que en plus de population dans la région de Montréal, habituellement, c'est de là que vient la majorité du trafic. C'est un pattern, une situation qui est tout à fait normale et qui est très, très fréquente. Il y a plein d'autres informations que je vais pouvoir aller chercher pour comprendre qui est mon audience, d'où vient mon trafic. Évidemment, je vais pouvoir regarder qu'il y a beaucoup de trafic. Il y a à peu près 60% du trafic qui provient de Google. La recherche est absolument critique. Le monde vous trouve en faisant la recherche sur Google. Pour la majorité des sites que je connais, qu'ils soient dans votre domaine ou pas, Google est très, très, très souvent la source numéro 1 de trafic. On voit qu'il y a trafic direct, mais Bing, Yahoo, et ensuite, puis on voit, Facebook est là, au numéro 5, avec un petit 0,3% de trafic. Des stratégies, mais à part là, je vous dirais que en général, le trafic qui provient des médias sociaux, conversions, sont très, très, très minimes. Et c'est à peu près partout. On entend énormément parler de médias sociaux, mais pourtant, la contribution réelle des médias sociaux est souvent très faible. Ce ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Il faut être conscient de cette chose-là et mesurer spécifiquement pour vous autres.
on se pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire ces personnes-là quand elles viennent sur le site? Comme je disais, qu'on tombe par accident sur un site. Oui, que des fois, si on va sur YouTube, on peut passer des heures à regarder des vidéos de petits chats qui jouent avec toutes sortes de choses puis perdent notre temps. Mais je pense que dans votre domaine, habituellement, le monde a une intention assez claire de ce qu'il recherche. Donc, une des sources importantes pour comprendre ça, c'est de voir dans les sources de trafic les mots-clés que les gens ont utilisés pour trouver votre site ou trouver vos formations. Puis ce que j'ai fait, c'est exclu les termes qui ont rapport à la marque. Donc, ici, dans ce cas-là, j'ai exclu tous les termes qui ressemblent à Éducalois. Puis ce qui me reste, dans le fond, c'est des termes qui expriment une intention. Et c'est quand quelqu'un a tapé norme du travail, je peux deviner assez clairement qu'il recherche l'information qui a rapport aux normes du travail, puis ainsi de suite pour les autres. Et là, ce que je peux voir, c'est le volume de trafic que j'ai, un certain degré d'engagement, le nombre de pages vues par visite, la durée la durée de la visite, combien de nouveaux trafics, de nouvelles personnes sont venues sur le site. Je dirais, dans le cas, je suspecte, c'est une hypothèse, il faudrait l'idée quantifiée, là, mais l'hypothèse que j'ai, c'est qu'il y a probablement un gros pourcentage de vos visiteurs qui viennent au moment où ils ont un problème. Ils cherchent à résoudre quelque chose. Une fois qu'ils vont l'avoir trouvé, ils vont peut-être quitter, puis ils n'iront peut-être jamais. Ou ils vont quitter, si on faisait une analyse plus précise, on verrait probablement qu'il va y avoir plusieurs visites par la même personne dans un laps de temps relativement rapproché. Cherche quelque chose, cherche une information au niveau des pensions alimentaires. Je viens sur le site, je trouve une première information, je continue mes recherches, je m'en vais sur d'autres sites, puis peut-être que je vais revenir demain en cherchant encore pension alimentaire, mais en revenant sur le site et en allant chez d'autres informations que j'ai peut-être pas regardées la première fois. Fait que toute cette démarche-là, on peut l'analyser et on peut la comprendre. C'est l'essence de la visite, c'est-à-dire combien de temps que la personne était venue, la fréquence, combien de visites qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle a fait exactement sur le site. On peut tout analyser ces informations-là. Ce qui est aligné, étant donné qu'on est dans le domaine qui est dans le domaine légal, ce qui était souligné, c'est que l'analytique n'est pas utilisé pour faire du un pour un. On ne cherche pas à identifier un individu. Donc, ça reste tout le temps anonyme. Ce qui est, je pense, important dans le concept. On ne cherche pas à identifier un individu. Et ce qu'on voit à la dernière colonne, c'est le taux de rebond. Souvent, le taux de rebond est une métrique qui est perçue négativement. Ah, le taux de rebond, si je regarde pour résiliation de bail, j'ai un taux de rebond de 40%. C'est pas bon. Mais non, pas nécessairement. Tout dépend du contexte. Si la personne a cherché un taux de rebond pour ceux qui le sauraient pas, le taux de rebond, dans le fond, c'est je suis venu sur le site, j'ai vu une seule page, j'ai quitté tout de suite. J'ai fait d'autres sur le site. J'ai pas vu par page, puis habituellement, ça veut dire aussi que je reste pas très longtemps sur le site. Mais imaginez dans votre cas, dans un scénario comme le suivant, je suis sur Google, je suis résiliation de bail, je trouve votre page, je clique, je viens sur votre site, je trouve exactement l'information que j'avais besoin. Qu'est-ce que après? Je quitte. Donc, le rebond est peut-être élevé, mais j'ai répondu aux besoins de mon client, j'ai répondu aux besoins de mon visiteur. C'est exactement c'est ça le comportement qu'on veut. On veut être l'autorité, on veut être crédible, on veut fournir la bonne information. C'est normal que le monde y vienne. Il quitte. Il va pouvoir faire pour les amener à être plus engagés et à rester. Ça pourrait faire partie de ma stratégie. Fait que je reprends mon exemple. Je fais chez résiliation de bail. Dans mon cas, le premier choix qui est apparu est Éducalois. C'est excellent, c'est un très bon positionnement. J'ai cliqué sur le lien. J'arrive sur la page, je lis l'information, j'ai obtenu la réponse que je voulais, bingo, je peux quitter le site. De bien comprendre, quand on fait de l'analytique, il faut avoir une connaissance très étroite de l'entreprise, de l'organisation comme telle, mais aussi avoir une compréhension claire du fonctionnement du site. C'est quoi l'architecture d'information? Comment mon contenu est structuré? Comment le monde va me trouver?
qu'est-ce que je veux qu'il fasse sur mon site. Question qui nous dit qu'est-ce qu'il cherche à répondre. C'est alors là via la recherche, mais cette fois-là, la recherche sur le site lui-même. Donc, j'ai attiré des sur mon site. Ils sont dans mes mains. Là. Il y a quelque chose qu'ils veulent faire. La recherche sur le site est souvent une bonne indication aussi. Si parallèle, ici, on a mise en demeure. Là, je suis vraiment sur le site Éducalois. Puis en haut à droite, j'ai mon champ de recherche. Et je vois que la numéro 1, c'est mise en demeure, pension alimentaire, divorce, testament. Remarquez que c'est pas les mêmes que j'avais dans cette liste-là, les recherches qui viennent de Google. Parce que si les gens avaient trouvé via Google, mise en demeure, il n'y aurait peut-être pas eu besoin de faire une recherche sur le site. Nous révèle encore un autre degré d'intention, un autre intérêt qui peut être différent dans certains cas. On peut analyser aussi pour voir au niveau de la recherche, il y a des qui vont chercher mise en demeure, puis après ça, ils vont faire une deuxième recherche avec un terme différent. Fait que là, je peux avoir une granularité puis une précision sur l'intention de la personne. La troisième chose qui va me permettre de connaître leurs intentions, c'est de bien comprendre, de bien définir les objectifs sur mon site. Dans Google Analytics, on a une page d'illustration qui nous permet de définir quels sont nos objectifs. Ici, dans le cas de Éducalois, ce qu'on a, c'est on considère qu'une inscription au bulletin d'information, c'est quelque chose de souhaitable d'un point de vue business. Nous contacter, c'est important. Participer à un sondage ou un test, c'est important. Puis évaluer un article est important. J'en rajouterai un cinquième qui serait un objectif qui serait dédié spécifiquement sur la consultation d'un article ou une vidéo, dans le cas. La consultation d'un article, et non pas la page d'accueil, pas la recherche, pas tous les autres accessoires qu'ils peuvent avoir alentour, mais vraiment le contenu réel qu'il faut créer, qui serait un objectif. Et je mettrais une valeur à ce contenu-là, même si, quand on définit un objectif, on peut y assigner une heure, un modère. Et même si on y met juste $1, c'est nous donner quand même relativement, là, un par rapport à l'autre, au final, ça va me permettre de quantifier la valeur relative de mon site web. Je vois que en l'espace d'un mois, j'ai répondu pour une heure de $100. Puis le suivant, ça a été 110, puis l'autre, ça a été 120. Fait que je vois qu'il y a une progression, je vois qu'il y a une amélioration, même si les dollars, ça peut être des dollars fictifs, là, c'est vraiment juste comme un point de référence. Appelons-les des points, plutôt des dollars, puis ça va faire la même chose. Puis ça va nous aider aussi dans certains rapports où est-ce que le rapport va nous donner la valeur des actions qui ont été prises. Oui, si tu mets tant qu'à. Oui. Je vais utiliser le privilège d'animateur. Quand tu parles de donner une valeur, donc, je pourrais donner une valeur supplémentaire ou plus grande à l'inscription au bulletin parce que je m'attends donc que c'est quelqu'un que je fidélise versus quelqu'un qui est venu. Et donc, à ce moment-là, tu le pondères, si on veut, d'une certaine façon. Exactement. Puis une des bonnes techniques pour le faire, c'est réunissez votre équipe, là, puis donner un nombre de points à distribuer parmi. En première, en équipe, vous déterminez quelles sont les activités business que je voudrais que les gens fassent sur le site. Puis ensuite, vous attribuez, mettons, OK, chacun a 10 points. Puis en secret, vous distribuez les 10 points par rapport aux, par exemple, 5 activités les plus importantes. Puis ça va vous permettre d'avoir une certaine pondération. Puis il y a toutes sortes de façons que vous pourriez le faire, là, mais ça, c'est une façon qui est simple et qui fonctionne bien. Fait qu'il y a peut-être qu'une inscription au bulletin va valoir 2,5, puis joint Éducalois va valoir 5 parce que là, vous avez un contact humain, un contact directement avec la personne, ça vaut beaucoup plus cher. Exemple. OK? Yes. Continue. Donc, ça va me permettre de voir les conversions de ces objectifs-là, finalement. Fait que je vois que chez Éducalois, il y a eu 90 conversions, puis je vois même la tendance à travers le temps, et je vois les pages qui ont converti. Fait que ici, ce qu'on a en bas à
droite, c'est les différentes façons dont les gens sont contactés. L'objectif peut venir finalement de plusieurs pages sur mon site. Fait que parler d'un objectif qui serait par rapport aux pages de contenu, ben ça va être l'ensemble des pages de contenu. Ici, on a un objectif qui est toutes formes par lesquelles quelqu'un peut nous contacter. Parce que dans le site de Éducalois, il y a plusieurs catégories de contacts, il y a plusieurs façons. Donc, je peux les mesurer ensemble si je veux. Je ne suis pas obligé de faire un objectif par type de contact. C'est un petit peu les choses. Et ça, ces objectifs-là, si je prends l'exemple de nous contacter, ben, un objectif en 2 étapes. Les gens vont remplir le formulaire et les gens vont avoir complété le formulaire, vont avoir fait envoyer, puis le formulaire va être complété. Ce qu'on voit, c'est que entre les 525 personnes qui ont commencé le processus, il y en a 102 qui l'ont complété. Donc, taux de conversion de ce processus-là d'à peu près 17 ou 18 Si c'est quelque chose qui est très, très critique pour moi, ben, je pourrais essayer de voir pourquoi les gens ne convertissent pas. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que le taux de conversion de ce processus-là soit meilleur? Ça nous permet vraiment d'aller plus loin dans nos analyses et de comprendre le comportement de nos visiteurs. Autre vue intéressante, c'est le flux de l'objectif. C'est dans le fond, dans ce cas-là, on regarde les sources de trafic. Je vois que la majorité des gens qui nous ont contactés, finalement, qui ont complété le processus de nous contacter, la majorité provenait de Google, qui venait du trafic direct, et ainsi de suite. Il y en a 589 qui ont commencé le formulaire, il y en a 92 qui ont passé à la deuxième étape. Je vous donne quelques exemples. Là. Dans Google Analytics, il y a une foule de rapports, puis il y a plein de choses. Puis un des dangers, c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Il y a tellement de rapports dans Google Analytics, il y a tellement de métriques qu'on peut perdre un temps fou à regarder plein de choses qui sont inutiles. Il faut que la façon de mesurer le succès dépend de la façon de définir le succès. Fait que commencez par définir qu'est-ce qui fait pour vous, puis après ça, vous allez pouvoir aller chercher les métriques qui vont venir vous aider dans votre démarche. Autrement, pour savoir si finalement ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, ce serait dans les rapports de contenu. Et si on regarde un peu plus en détail, je vais aller chercher en comprenant la façon dont l'information est structurée sur le site, je suis capable d'aller voir le nombre de personnes qui ont été dans la section loi et qui ont consulté des contenus qui ont rapport aux travailleurs, divorce et séparation, parents, locataires, et ainsi de suite. Là, il y en a toute une liste. D'une certaine façon, ça représente mes clientèles cibles et ça représente aussi une certaine catégorisation de mes visiteurs. Ceux qui cherchent l'information en tant que parent ou en tant que locataire n'ont pas du tout le même, à cela en tout cas, n'a pas le même profil que quelqu'un qui cherche l'information par rapport au divorce puis aux travailleurs. Donc, ça nous donne encore un degré de plus pour comprendre notre audience puis comprendre quelle démographie, si on veut, on est en train de regarder. Quelques petits points importants. Restez au cours des premières minutes, je reste tout le temps dans le document, dans le rapport, c'est-à-dire des contenus. Sauf que, au début, j'ai dit, on va regarder la géographie, on va regarder Canada, on va regarder la région de Montréal. Est-ce que c'est le trafic qu'on veut? Une des choses que j'ai fait, c'est que je suis créé un segment qui est seulement pour la région Québec, ou en fait qui est la province de Québec, là, dans la terminologie de Google Analytics. Ce que je vois, c'est dans la région de Québec, ou pour la province, en fait, j'ai un sous-ensemble du trafic total de mon site. C'est ça que je veux, parce que je veux pas tenir compte dans mes analyses de tout le monde qui viennent d'ailleurs puis qui ont peut-être consommé de mon contenu. C'est pas là-dessus que je vais mettre l'emphase. Fait que premier élément, toujours segmenter vos analyses en fonction de votre clientèle cible. Autre chose que je peux faire, c'est choisir une plage de temps qui est pertinente. Et souvent, je vais vouloir comparer la période actuelle versus la période précédente, ou le mois versus le même mois, mais de l'année passée. Parce que faire
une comparaison année par rapport à année. Et ce que je vais faire attention aussi, c'est de choisir le même nombre de jours entre mes deux périodes, puis idéalement commencer la période au même moment. Fait que pour le mois courant, je vais commencer un samedi. Ben pour le mois précédent, je vais commencer un samedi aussi. Puis m'assurer, je ne vais pas juste faire mois pour mois, parce que la conséquence veut que mes dimanches s'enlignent avec mes dimanches. Et ici, on a encore un pattern qui est très, très courant. Les jours de semaine, jours de fin de semaine. Vous voyez que la semaine, le trafic augmente et la semaine, le trafic diminue, ce qui est comme tout à fait normal, là, si je m'attendrais à ça. Et probablement que là, je ne suis pas en mode interactif, là, mais la période la plus creuse, l'année la plus creuse, c'est peut-être le dimanche, puis après ça, le lundi, ça recommence. Le mardi, ça semble être la journée la plus achalandée de la semaine. Fait que je pourrais, à ce moment-là, est-ce que cette connaissance-là, cette information-là va changer la façon que est mon site puis de faire ma stratégie? Les métriques que j'utilise, dans Google Analytics, il y a plein d'informations que je peux aller chercher. Je peux regarder le nombre de pages vues, mais dans le cas de la section de contenu, ce qui intéresse le plus, c'est le nombre de pages vues uniques. Si la personne elle a vu 2 fois la page au sujet du divorce, je veux le compter juste une fois, je ne veux pas le compter 2 fois. Fait que la valeur de ce que j'apporte, c'est le fait que la personne l'ait consulté au moins une fois. C'est le genre de petit ajustement que je peux faire dans mon rapport. Et ce que je finis par avoir en ayant choisi le segment, la bonne plage de temps, la bonne métrique, mais ce que je vois, c'est que pour la région de Québec, le nombre de pages vues uniques a augmenté de 0,26 par rapport au mois précédent. Bon, significatif, est-ce que ça ne l'est pas? J'ai une grosse campagne marketing qui aurait dû m'amener plein de trafic, puis finalement, je vois que, non, ça n'a peut-être pas marché parce que c'est pas un gros changement, c'est peut-être la normale des choses, finalement, qui s'est passé. Et ainsi de suite, là, pour les autres métriques. Je suis trop loin dans plein d'exemples. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est juste vous semer la petite graine là, qui va faire en sorte que vous allez peut-être penser en termes de métriques pour pouvoir prendre vos prochaines décisions. Et je peux aller voir le détail pour une catégorie. Je vois qu'une période à l'autre, pour les sujets des travailleurs, je peux voir changement évidemment pour une catégorie de contenu précisément. Okay. Si je veux aller plus loin, qu'est-ce que je vais faire? Avant de devenir un expert de Google Analytics, ça ne vient pas du jour au lendemain. Je dirais que dans le marché, vous allez trouver des ressources locales qui peuvent être très bonnes. Il faut peut-être faire attention un petit peu parce qu'il y a des professionnels, puis il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement tout le profil pour faire l'ensemble des choses. Puis je trouve ça par rapport à Cardinal Path. Honnêtement, la majorité des clients qu'on a sont des clients de grande envergure aux États-Unis. Je suis un petit peu le joueur seul dans mon bureau à Québec, puis le reste de l'équipe est plus dans le reste du Canada puis aux États-Unis. Mais vous avez besoin d'aide à trouver une ressource locale à Montréal ou locale dans votre région pour vous aider. Ça va me faire plaisir aussi de vous aider dans cette démarche-là. Mais si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? Vous connaissez votre organisation, vous connaissez vos stratégies, vous connaissez votre clientèle. Ce que vous ne connaissez peut-être pas autant, c'est vraiment toutes les subtilités, puis l'utilisation des outils analytiques, puis le processus d'analyse. Donc, l'élément important à faire, c'est de définir nos indicateurs de performance, ou en anglais les Key Performance Indicators. Un peu comme notre tableau de bord dans l'auto. C'est des lignes rouges, vertes, jaunes. C'est un indicateur qui va, dans le fond, attirer notre attention sur quelque chose hors qui demande plus d'attention. Il peut être représenté de différentes formes, différents graphes, différentes couleurs, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est vraiment de commencer par vos objectifs d'un point de vue business et ensuite d'identifier le cycle de vie et les activités sur le site qui contribuent à ces objectifs business-là et non pas l'inverse. Je dirais, au niveau des indicateurs clés que
première vue, sans avoir fait une étude très, très, très approfondie. Mais pour le genre de site que vous avez, je dirais que les visites qui proviennent de votre clientèle cible seraient probablement un bon indicateur après moi de l'augmentation de votre visibilité, votre notoriété, puis le fait que vous soyez une autorité dans ce sujet-là. Le nombre de pages de contenu consultées, non pas toutes les pages du site, mais vraiment juste celles de contenu, ça serait un bon indicateur pour vous. Les conversions, tout ce qui souvent, c'est les choses qui ont un volet fonctionnel. Nous contacter avec un formulaire, ou même à la limite, si vous avez un site web qui a un numéro de téléphone pour vous contacter, essayez de garder un décompte du nombre de personnes qui vous ont contacté parce que vous avez un site web et qui a besoin de faire plein d'autres démarches pour essayer de vous trouver. L'infolette, ça peut être un très bon indicateur de performance. Je dirais, au niveau de l'infolette, il faut faire attention parce que il faut mesurer les deux côtés des choses. Vous pouvez avoir du monde qui s'inscrive à l'infolettre, vous pouvez le suivre sur Internet, sur votre site web, avec Google Analytics, mais il faudrait aussi faire la contrepartie du monde qui se désinscrive de votre infolettre. Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement qu'il y a 10 personnes qui se sont inscrites ce mois-ci, c'est que sur 10, sur un total, par exemple, j'ai eu 10 nouveaux, mais j'en ai gardé 8 au cours du mois suivant. Fait que si j'en inscris 10, mais j'en perds 20, c'est pas très bon. Fait qu'il faut pas garder le plus, mais il faut regarder le négatif aussi. Là, très de façon très éthique, mais évaluer un article est certainement une indication d'engagement. Partager sur les médias sociaux aussi. Vous suivre sur les médias sociaux, puis la fréquence et la récence des visites sont des indicateurs d'engagement envers votre contenu. On beaucoup ici de l'aspect web analytique, mais il ne faut pas oublier que dans Facebook, vous avez aussi des statistiques. Au niveau Twitter, il existe une foule d'outils que vous pouvez utiliser pour mesurer. Et pour l'être, quand vous utilisez un produit, un service professionnel au niveau des infolettres, le service lui-même va vous indiquer combien de courriels vous avez envoyés, combien ont été reçus, combien ont été lus, combien ont été cliqués. Puis vous allez pouvoir aussi mettre des paramètres dans les liens de votre infolettre. Vous pouvez mettre des paramètres pour que quand les gens cliquent sur un des liens, vous êtes capable dans Google Analytics de savoir que, ben oui, cette personne est venue sur mon site parce qu'elle a reçu mon courriel ou sur telle campagne et à tel moment et ainsi de suite. Tous ces indicateurs-là de performance, je vais être capable de les segmenter. Premièrement, par géographie. Est-ce qu'ils sont au Québec? Est-ce qu'ils sont dans la région de Montréal ou dans la région de Québec ou de Trois-Rivières et ainsi de suite? Par intérêt, en regardant quels contenus ont été consultés, si je vois que c'était au sujet du divorce, ben, je pourrais catégoriser la personne dans le volet, dans le type de profil intérêt divorce et les sources de trafic. Est-ce que la source provenait de Google? Est-ce que la source provenait d'un site partenaire? Et ainsi de suite. La définition des segments devrait être faite en ayant une très bonne compréhension de votre organisation et une très bonne compréhension de l'audience et des objectifs que vous avez sur le site. Il faut que j'ai mes indicateurs de performance et que j'ai le contrôle, si on veut, sur l'information que je désire avoir régulièrement, mais je vais pouvoir me créer un tableau de bord avec ces informations-là les plus essentielles, puis revenir régulièrement à ce tableau de bord-là pour voir la progression dans mes objectifs. Et il nous reste à peu près un petit 10 minutes à peine pour répondre à des questions. Donc, la liste des questions est ouverte. J'en vois une déjà. Au niveau de Google Analytics, pour le des campagnes, il y a une nomenclature, une façon de faire pour passer les bons paramètres. Quand on a un lien, notre page web avait un lien, et on va mettre une série de paramètres
souvent des UTM quelque chose. Je pourrais peut-être, je suis capable de vous partager un écran. Oui, tu vas pouvoir faire, tu peux aller dans partager mon bureau. Oui. Mm-hmm. Parfait. Ça. Et, donc, là, je suis sur le site Éducalois et si j'ai des paramètres qui seraient UTM, UTM-T, par exemple, égal, ça ferait, je pourrais avoir aussi un paramètre de campagne, UCM, je ne sais plus c'est quel, il y a une série de paramètres qui vont me permettre de dire, le sujet de ma campagne était test, le numéro de ma campagne était 1, 2, 3 et mon contenu était ABC. Et toutes ces informations-là, quand je vais me regarder au niveau de l'analytique, ici j'ai mon interface de Google Analytics, si je vais voir, c'est si je regarde habitué dans la version anglaise que je vais me chercher un petit peu. Si je regarde au niveau des sources de trafic, les campagnes, je vois que j'ai une campagne qui s'appelait contenu emploi, contenu logement, contenu droit famille. Fait que ça, c'est toutes des campagnes que Éducalois a fait sur différents médiums. Ça peut être des campagnes sur Google, ça peut être des campagnes via des lettres et ainsi de suite. Si tu me permets, tant qu'à en parler, justement, on a obtenu, grâce à Google for Non-Profits, qui est un programme de Google, on a été reconnu en tant qu'organisme de bienfaisance et on a reçu, grâce à ça, l'équivalent de 10 000 $ de publicité AdWords par mois. Donc, c'est une grande par mois. Donc, c'est l'avantage d'être un organisme de bienfaisance, c'est de pouvoir tenir des choses comme ça. Donc, c'est un organisme de bienfaisance enregistré pour ceux qui n'est pas sûrs, là. C'est un organisme qui peut donner des reçus d'impôts pour charité. Donc, grâce à ce programme-là, Google reçoit des reçus d'impôts et nous, on a l'équivalent de 10 000 $ par mois de campagne, de publicité AdWords, et ça que tu retrouves actuellement dans nos statistiques Google Analytics. Ici, en fait, si je regardais dans les publicités au niveau de AdWords, j'aurais des détails encore plus précis sur les campagnes AdWords. Ce qu'il faut retenir, c'est évidemment, oui, on a vu que la majorité du trafic provenait de Google. On pourrait aller voir, il y en a combien de ce trafic-là qui provenait de Google, mais suite à des publicités, versus Google, des recherches organiques, des recherches courantes, là, que les gens n'ont pas nécessairement cliqué sur une publicité. Je pourrais analyser ça et je pourrais voir en termes de placement média, si on veut, combien ça m'a coûté à créer ce trafic-là, puis combien, surtout si en ce moment, vous voyez que le chiffre d'affaires est indiqué, à 0 $ parce que vous n'êtes évidemment pas site de commerce électronique, mais à partir du moment où vous allez mettre valeur à vos conversions, à vos objectifs, ce chiffre-là va commencer à apparaître. Fait que vous allez être capable de voir que oui, j'ai attiré beaucoup de visites, mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose qui a de la valeur pour moi? Je peux vous dire tout de suite qu'une façon facile d'attirer du trafic, c'est de faire des concours puis des choses comme ça, mais souvent, les concours pour gagner un voyage dans le sud ou gagner un flair, là, ça attire plein de monde, mais c'est pas le monde que je cible. Fait que si je regarde seulement les visites qui arrivent sur mon site, c'est complètement à côté de mon objectif. Puis je l'ai vu chez des clients qui étaient tout contents, tout excités de voir qu'il y avait plein de trafic, mais c'était tout du trafic qui était, on pourrait dire, c'était des bougons qui voulaient juste gagner des choses, mais qui n'étaient pas du tout dans notre clientèle cible. Mais avoir la POC, je vais me permettre de te poser la question. On s'est toujours demandé justement si en faisant ça, on ne fait pas virement payer pour le trafic qu'on aurait eu de toute façon. Tu sais, dans le sens que, dans ce cas-ci, on paye pas, là, je veux dire, c'est de l'argent qui nous est donné virtuellement. Mais est-ce qu'on perd du trafic qu'on aurait eu, ou
les gens cliquent sur l'annonce alors qu'ils auraient cliqué de toute façon sur notre contenu. Ça, est-ce qu'il y a moyen de le mesurer? Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, une des meilleures façons de le mesurer, c'est de faire ce qu'on appelle test A/B. Ça serait tout simplement couper complètement le budget. Il faut faire une analyse des mots-clés assez approfondie avant. Puis pendant qu'il y a des dépenses là, au niveau AdWords, mais à un moment donné, on coupe le flow AdWords complètement. Je savais que j'avais 100 visites, puis que ces 100 visites-là, il y en avait 60% qui venaient de Google, puis de 60% qui venaient de Google, je sais que les mots-clés étaient telle chose. Qu'est-ce qui si je coupe complètement mon budget? Est-ce qu'encore avoir 100 visites, je vais-tu en avoir encore 60 qui proviennent de Google ou je vais en avoir juste 40? Ça va me dire finalement que mon budget AdWords m'a permis d'aller chercher 20% de plus de visites que si j'avais pas de budget. Fait que, dans la situation très, très, très avantageuse, là, que dans le fond, vous utilisez du budget qui vous coûte rien là, au niveau AdWords. Fait que ça, c'est excellent. Tous ceux qui écoutent en ce moment et qui peuvent le faire, n'hésitez surtout pas à faire ça. C'est rare, on a l'occasion d'avoir de l'argent gratuit. Il faut en profiter. Absolument. En plus, légalement, en profiter. Exactement. Ouais. Juste faire un rappel. Oui, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas tout le monde à. Je vais juste ramener ici. La section questions et réponses qui se trouve en bas à droite de votre fenêtre. Je pense qu'il y a d'autres questions. Écoute, les gens ont dû trouver très intéressante ta participation. Écoute, je vais te remercier grandement, Stéphane. Je vais reprendre la POC si tu me permets. Oui. Et merci beaucoup. Alors, comme je disais, dernière chance pendant que je fais mes dernières remarques si vous avez des questions. Sinon, je vous rappelle que les Web Labs, donc ce sont des ateliers virtuels plus interactifs, sont la semaine prochaine en anglais le mardi 11 décembre à 12h30 et en français le mercredi 12 décembre. Alors, invitez vos partenaires et ou collègues de travail à participer. Pour s'inscrire, il faut aller sur l'adresse qui se trouve sur votre écran, https://clbc.webex.com. Sinon, vous pouvez aller sur la connexion visuelle PliConnect pour aller vous inscrire. Toute l'information ici se trouve. Je vous rappelle que ce webinaire a été rendu possible grâce à la participation de la Fondation du droit de l'Ontario et au ministère de la Justice du Canada. Et également un gros merci à vous de votre participation, mais surtout Stéphane, merci beaucoup pour cette présentation. Ça a été très intéressant et je pense que j'ai bien hâte déjà de pouvoir te poser quelques cols dans le webinaire de la semaine prochaine. WebLab, pardon. Mais je pense que d'autres auront aussi des questions. Donc, comme vous le savez, l'enregistrement et je dirais que si vous invitez des gens à participer au Lab la semaine prochaine, nous invitons fortement à ce qu'ils aient vu le webinaire avant parce que l'idée n'est pas répéter l'information, mais d'aller plus loin. Donc, les webinaires seront disponibles. Le lien sera disponible sur la connexion Vige PliConnect. Donc, inscrivez-vous dès que possible, justement, si vous ne l'avez déjà fait à PliConnect, c'est http://pliconnect.a. Et on a un gros merci de l'île du Prince-Édouard qui se dit merci. Alors, merci à David de nous faire un petit merci. Alors, merci à tous et au plaisir de vous voir la semaine prochaine pour le Web Lab. Merci encore, Stéphane. Merci tout le monde. Bye bye. Au revoir.